Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. On s'intéresse à présent au marché et une excellente spécialiste est avec nous, Véronique Riche-Flores. Bonjour Véronique. Bonjour Cédric. Merci d'être au rendez-vous de Cœur de patrimoine pour RF Research. Ce contexte politique, comment on peut le lire financièrement? On ne va pas se transformer, depuis le début de l'émission, on en parle beaucoup, on ne va pas se transformer en éditorialiste politique, mais voilà, avec votre prisme économique, avec votre prisme financier, qu'est-ce qu'on se dit? Alors la première chose qu'on se dit, c'est qu'on regarde pas seulement la France, mais plus généralement l'Europe, peut-être les États-Unis également, pas très loin. Et surtout en Europe, on se dit quand même les populations ont besoin de changement. Il y a des appels au changement partout, au Royaume-Uni, de manière magistrale. Les élections européennes en elles-mêmes, finalement, avec un Parlement dans lequel il y a 25% d'extrême droite, ça veut dire quelque chose. Et bien évidemment, la France, qui est un sujet pour nous majeur, et qui vient peut-être accentuer encore ce sentiment d'appel au changement. Ça, c'est le premier constat. Appel au changement, pourquoi ? On a beaucoup parlé de sentiment de déclassement. Il y a un vrai, même déclassement absolu dans certains cas, de vrais déséquilibres en France, c'est patent dans la croissance, une concentration dans l'Île-de-France, des niveaux de vie dans la plupart des autres régions de France qui sont devenus très inférieurs à la moyenne de l'Union européenne. Et quand on a eu le Brexit en 2016, je me souviens que j'avais fait une étude à l'époque qui montrait à quel point effectivement cette baisse du niveau de vie par rapport à la moyenne européenne exacerbait le sentiment, l'inconfort, le désarroi des populations, ce sentiment de déclassement qui est toujours en politique radicale, qui conduit toujours à des situations extrêmes. Donc ça, c'est le contexte. Il faut s'interroger sur ces points-là. Pourquoi en Europe ? Moi, j'ai envie de dire attention à cet élargissement sans fin de l'Europe, où finalement, dans une Europe très ouverte, c'est un appel au déplacement permanent du capital. Ça crée de l'insécurité économique et quand les pays à plus faible niveau de développement deviennent dominants, ont cette capacité, quand ils sont également un peu substantiels, je pense notamment à la Pologne, de drainer les investissements de manière massive. Ça crée des chocs permanents, concurrentiels, qui affaiblissent le pouvoir d'achat, bien sûr, mais le pouvoir de représentation des anciens pays, des pays pères de l'Europe. Et ça participe de ce sentiment de déclassement et des interrogations à l'égard de cette Europe, c'est quoi? Où on va? Qu'est-ce que c'est cette promesse de prospérité? Alors après, dans le contexte financier, c'est potentiellement un choc très violent. Pourquoi ? Parce qu'on a des marchés qui sont montés très haut, qui se payent, alors on peut débattre, et il y a débat, plutôt cher, en tout cas sur certains segments, mais le fait qu'ils aient monté très haut peut signifier un risque majeur, par exemple, de crainte subite, et donc on peut décrocher, ou se dire, tiens, comment ça se fait qu'on est monté si haut? On est monté si haut parce qu'il y a des conditions financières qui, globalement, quand même, restent plutôt porteuses. Est-ce que ces élections ou ces turbulences politiques risquent de remettre en considération de manière absolument brutale ces conditions financières? C'est la question qu'on se pose tous. Je ne le pense pas. Mais personnellement. les marchés et les économies, j'imagine, ils doivent aussi regarder un petit peu les métriques. Et en dehors de la couleur de tel ou tel bord d'un hémicycle, il y a la caisse qui est posée là. Et aujourd'hui, force est de constater que la marge de manœuvre, quelle que soit la volonté ou le désir de changement, volonté pour les élus et désir pour les votants, on va dire, on a un déficit abyssal et on a une marge de manœuvre, une possibilité de changement qui est quasi nulle, non ? Exact. Et on aurait été 5 ans auparavant dans une situation semblable. Je pense qu'on n'aurait pas pu y être, d'ailleurs. Voilà, tout simplement parce que on aurait eu des forces de rappel extrêmement violentes, des marchés, des investisseurs, pour nous dire stop, on n'y va plus. Sauf que, depuis 5 ans, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et entre autres, cette période de crise sanitaire et autres facteurs, la guerre, etc., qui ont conduit effectivement à des mesures, au fait qu'on a passé les murs, on a passé les limites, on a déplacé les murs, et que au fond, même si les marchés se disent, ou les économistes d'ailleurs, on va pas continuer comme ça. À un moment donné, il va y avoir des conséquences très dommageables. On est bien incapable de dire à quel moment.
Et si on ne peut pas encore dépasser l'entendement, c'est-à-dire les limites de ce qu'on a tous en tête qui pourrait être soutenable. Pourquoi ? Parce que le politique est à la manœuvre. Et je pense que le fait, pour des tas de raisons, il y a eu d'abord le Covid, il y a cet environnement géopolitique international, guerre commerciale, intérêts ou préoccupations souveraines comme on n'a jamais connu. Et finalement, derrière tout ça, il y a des banques centrales qui sont là pour protéger, pour ne pas entraver la bonne marche des États, parce que derrière la marche économique des États, il y a un risque politique, géopolitique, souverain. Et donc finalement, tout ceci est très calfeutré en réalité. Est-ce que ça veut dire qu'on peut faire n'importe quoi ? Probablement non. Mais ça nous dit sans doute que un paquet bien ficelé, qui serait à peu près cohérent et pas trop brutal, pas trop violent, peut encore passer sous réserve, on l'a vu avec Biden, sous réserve qu'il assure, qu'il garantisse une promesse de résultat. C'est la croissance potentielle, tout est là. Hein. Donc la crédibilité du projet est essentielle. Et en même temps, répondre aux préoccupations des populations. Vous parliez des banques centrales. C'est vrai que tout ce contexte politique, que ce soit les questions de connaissance, enfin de conscience ou de connaissance de tel ou tel candidat américain à la présidence, que ce soit le vote britannique, que ce soit notre vote à nous ou notre série de votes, c'est vrai que ça a un peu éclipsé les banques centrales qui, pour autant, restent présentes à la manœuvre qui, elle... change, mais en accompagnant le mouvement. Enfin, on sait que la Fed va a priori déclencher en septembre. Enfin, et ça reste potentiellement effectivement des évolutions majeures pour les investisseurs et pour les marchés. Prenons au jour où on parle. En France, on se dit finalement, dans ce panorama politique, il y aura forcément compromis. Et on le voit, le marché boursier français réagit pas trop mal parce que finalement le compromis, c'est quelque part la garantie de quelque chose qui fait consensus, qui va rester acceptable, et qui doit rester acceptable, ou sinon il y a rien. Mais bon, et à partir de là, effectivement, le marché accepte. Peut-être pas très longtemps, on verra, mais c'est plutôt une bonne nouvelle par rapport aux risques antérieurs. Et dans ce cas-là. Là, on va revenir à des préoccupations telles qu'on avait avant ce raz-de-marée politique, des préoccupations plus de marché, des banques centrales. Tiens, la Fed, ça commence à devenir compliqué pour pas baisser les taux d'intérêt quand même, parce qu'elle a beau nous dire que l'économie américaine est en pleine forme, que le marché de l'emploi est en pleine forme, eh bien, tout ce qu'on a depuis 2 mois à peu près va en sens inverse, et de plus en plus en sens inverse, avec notamment une crispation sur le marché de l'immobilier qui commence à devenir un vrai sujet. C'est-à-dire que dans les probabilités de récession, on voit tout d'un coup la courbe se redresser, et ça, la Fed va pas aimer. Il y a moins d'inflation, le marché de l'emploi ralenti, il y a encore les emplois publics et la santé, mais sinon trop de secteurs qui sont vraiment pas là. Et donc la Fed, à mon humble avis, on s'est trompé, mais devrait commencer effectivement à revoir sa copie. Peut-être qu'elle va communiquer dès le mois de juillet d'ailleurs là-dessus pour préparer une baisse des taux en septembre. Ça, c'est côté Fed. La BCE, finalement, elle a suivi la Fed. Elle a pris un petit peu d'avance. Oui, parce que dans notre contexte politique, je disais, ça a été éclipsé. D'habitude, au mois de juillet, tout le monde n'a qu'un mot à la bouche. C'est Sintra. Là, je sais même pas si quiconque a parlé de Sintra. On a eu des bribes, des bribes un petit peu. On rappelle, c'est une réunion le symposium au Portugal, de la BCE, des grands banquiers centraux. Hein, le pendant de Jackson Hole, qui aura lieu fin août et qui en général est quand même un peu plus suivi. Mais Sintra a pu être très influent aussi. Et là, la communication, elle était pas claire. Hein. On a bien vu Madame Lagarde nous dire, oui, il faut encore plus de garanties. Donc, ok, on a compris qu'il n'y avait rien en juillet. Maintenant, mais la désinflation est bien là. Il faut bien qu'elle défende son bilan. Et puis, si la Fed commence à virer à nouveau sa QT vers un biais en vue d'un assouplissement, probablement que la BCE va suivre. Hein. Et ça veut dire qu'effectivement, on commence à avoir une concrétisation des baisses de taux un peu plus solide que la seule baisse du mois de juin de la BCE. Et si la Fed
amorce ce mouvement-là. C'est pas 25 points de base en septembre. Non. C'est au moins 3 baisses des taux. On revient au scénario qui prévalait avant de la probabilité très forte, me semble-t-il aujourd'hui, de 3 baisses des taux, voire 4. C'est mon scénario d'ici mars prochain aux États-Unis. Mais en devant aussi manœuvrer avec l'élection. Et oui, mais un autre type de manœuvre, c'est-à-dire qu'on a dit longtemps, il y a la deadline des élections, la Fed doit baisser ses taux avant si elle veut baisser. Elle n'a pas pu, d'abord. Je ne sais pas si c'était vraiment une préoccupation à son esprit, mais en tout cas, elle n'a pas pu. Elle va pouvoir le faire à partir du mois de septembre. Et peut-être que la perspective d'un retour de Donald Trump avec une politique plus inflationniste, là, lui fait dire, si je veux pouvoir assouplir les conditions monétaires qui sont restrictives, elle nous le dit, donc elle le juge comme tel, il faut que je le fasse avant. Parce qu'après, la fenêtre va probablement se refermer. Donc vous voyez, on change de paradigme. Et ça peut être quand même un soutien majeur pour les marchés, au moins. Alors sur cette fin d'année, qui était pourtant jusqu'à maintenant un petit peu redoutée de la plupart des analystes. Aujourd'hui, traditionnellement, on va dire, à cette période-là, on devrait être en train de se dire, est-ce que je couvre mon portefeuille avant d'aller me mettre les pieds en bouquet de violettes sur la plage, etc. Aujourd'hui, on comprend bien que ces questions n'ont plus de raison d'être à l'instant T, mais malgré tout, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une façon soit de se protéger, soit de trouver des opportunités? Alors, on ne va pas y aller action par action ou produit par produit, ce n'est pas votre rôle, Véronique, mais voilà, est-ce qu'aujourd'hui, il y a pour vous des thématiques, des zones géographiques, est-ce qu'il y a quelque chose qui doit retenir l'attention de l'investisseur? La première thématique, c'est celle des baisses des taux, qui est quand même dominante et que les marchés attendent depuis longtemps, mais c'est pas suffisant. En face, si on a une montée du risque de récession, il va falloir quand même faire attention. La thématique que j'aime pas et à la garde de laquelle j'aurais plutôt tendance à me protéger dans le contexte actuel, partout, c'est celle du crédit corporate. Voilà, typiquement, je pense que ce marché a très bien performé. On avait de la liquidité, on avait une rentabilité assurée. En tout cas, pour ce qui est du high yield, et donc des rendements élevés, je pense que là, on a une bonne raison d'être prudent et de se retirer. On peut bien évidemment considérer que l'investment grade reste un investissement valable. Voilà. Pour ce qui est donc sinon du marché en général, les marchés actions, donc baisse des taux, et puis quelque part quand même, on a l'impression que cette problématique de pouvoir d'achat, elle est là partout. Et donc que les politiques vont devoir faire quelque chose. Au Royaume-Uni, un petit peu partout en Europe, en France probablement, même si on ne sait pas dire quelle forme cela prendra. Et donc, quelque part, il y a une thématique qui peut-être ne va pas se concrétiser tout de suite, mais qu'on a envie d'observer, c'est qu'est-ce qui peut se passer en termes de consommation et de valeurs rattachées à ce mouvement de consommation. On a eu en France, par exemple, toujours un taux d'épargne très élevé qui est resté considérablement élevé. Est-ce qu'il n'y aura pas une volonté politique à un moment donné de faire baisser ce taux d'épargne pour impulser une dynamique un peu plus solide de la croissance de la consommation? Ça peut être des mesures. Ça peut être des mesures également une réaction à un contexte plus favorable de pouvoir d'achat. Donc on a envie de se dire tiens, cette thématique il faut la suivre et son pendant. Peut-être celle de la consommation discrétionnaire, qui va peut-être falloir continuer à alléger néanmoins, compte tenu notamment de ce qui se passe en Chine. Donc vous voyez, on n'a pas de grosses thématiques transversales. Je pense qu'il faut y aller prudemment, incontestablement. D'abord prendre son temps. Faut être mobile. Et être mobile, ce qui est pas facile parce que vous prenez un investisseur lambda, normalement c'est défensif ou c'est clic. Bon, là on rajoute déjà le pavé technologique qui vient troubler les choses. Et puis on voit que on ne sait plus parler ce langage-là aujourd'hui. Il faut être dans l'actualité et cette actualité étant mouvante, c'est pas facile. Mais il y a effectivement des opportunités. En tout cas, ce qu'on voit nous au niveau global, c'est que le momentum, tendance fondamentale du marché, nous donne pas de signal baissier suffisant pour se dire on allège tout. Merci beaucoup Véronique Riche-Flores donc pour RF Research. C'est la fin de Cœur de Patrimoine pour cette semaine et on se donne rendez-vous bien évidemment mercredi prochain. Cœur de Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.